Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 119e épisode de Finances fondamentales. Je suis bien heureux d'être avec vous aujourd'hui pour faire la synthèse du livre de Béatrice Bernard-Poulain, écrit en 2020 qui s'intitule « Ça coûte cher être un adulte ». Avant toute chose, je tiens à remercier les 3 nouvelles personnes abonnées, donc JT, Catherine et Jean-François, et les 2-3 personnes anonymes également qui n'ont pas laissé leur nom, donc merci pour le soutien. Je rappelle que chaque mois, vous pouvez me soutenir pour 4,99 par mois. Donc, vous avez accès à des épisodes supplémentaires, donc un épisode par mois, et également à mes outils d'analyse, donc à mon Canva d'analyse de compagnie en bourse vierge pour vous amuser. Également à mon propre Canva à moi avec mes analyses d'à peu près 200 titres boursiers chaque fois, 2 fois par année, et aussi un guide PDF pour vous guider justement dans l'utilisation de ces outils-là. En introduction, le livre « Ça coûte cher être un adulte », l'auteur Béatrice Bernard-Poulain dit que ce livre-là va concerner ceux qui débutent leur vie d'adulte et qui souhaitent trouver des pistes pour l'améliorer. Elle dit que c'est correct de ne pas savoir où tu t'en vas et que la lecture du livre va t'enlever un peu de culpabilité. Elle dit qu'on est une gang à ne pas vraiment savoir où on s'en va dans notre vie d'adulte. J'ai dit « on » en parlant de l'auteur. Moi, je pense que je sais où je m'enligne, mais ça n'a pas été le cas, notamment en début dans ma vie de jeune adulte. Elle dit qu'elle donne donc des trucs qui sont pas moralisateurs pour 2 cents pour t'aider à prendre ta vie d'adulte en main, peu importe ton âge. Une de ses citations, c'est « Compare-toi avec toi-même, pas avec les autres ». Donc, premier élément de synthèse, pourquoi gérer ton argent? Je commence avec une citation de l'auteur. Elle dit « Être adulte signifie passer 90% du temps à stresser à propos de l'argent et 10% du temps à dépenser de l'argent que tu n'as pas parce que tu étais trop stressé cette semaine. » Donc, le premier chapitre commence comme ça. J'espère que mon podcast descend un peu le pourcentage des gens qui vivent ça, donc de stresser 90% du temps, puis l'autre 10% du temps, c'est dépenser de l'argent qu'on n'a pas dans nos comptes. Donc, j'espère que mon podcast vous aide à mieux gérer vos finances. Sinon, j'espère que ce livre-là va vous permettre de le faire. Donc, l'auteur dit que c'est bien plate, mais la vie, c'est financier pas mal. Donc, même si tu trouves ça ennuyant, tu n'auras pas le choix de t'y intéresser un jour ou l'autre. L'important, c'est d'y aller une étape à la fois et de commencer le plus jeune possible, mais c'est pas perdu non plus là, si tu commences plus vieux. Tu peux quand même commencer à faire les bons choix et ça va t'aider à avoir une plus belle retraite quand même si idéalement, bien sûr, on utilise le temps, les rendements composés en commençant le plus jeune possible. Donc, le point central de pourquoi gérer ton argent, c'est premièrement diminuer ton stress, mais ensuite, elle s'enligne rapidement sur l'épargne. Donc, elle dit mettre 1000 piastres de côté quand tu fais 5000 piastres, c'est 20%, mais elle dit que c'est pas réaliste. Donc, moi, je nuance un petit peu ici. Là, si tu habites encore chez tes parents et tu n'as aucune dépense, dans mon livre à moi, tu devrais épargner 50% de ton salaire, donc 2500 sur 5000. Une fois dans le vrai monde adulte, là, oui, tu peux viser idéalement 20%, mais ça peut être 10% ou, comme on le dit souvent sur le podcast, y aller à petits pas. Donc, si tu économises 1% en ce moment et tu veux te rendre à 20, c'est pas tout de suite monter à 20, peut-être monter à 5, ensuite à 7, à 9, à 11. Donc, vas-y par petits pas, mais je pense que si tu vises pas un 10%, tu vas avoir un petit peu plus de difficulté à un certain moment de ta vie. Donc, elle, justement, précise que le pourcentage n'est pas important au début, juste la somme. Donc, elle dit qu'en gros, là, peut-être même au début, pas commencer à vous concentrer sur des pourcentages, juste développer le réflexe d'épargner. Elle dit que l'intérêt, les rendements, c'est de l'argent gratuit. Donc, plus loin dans le livre, elle parle de rendement composé, d'intérêt composé dans le livre, là, mais je ne reviens pas sur ça aujourd'hui, on a parlé dans d'autres épisodes. Elle, son truc, c'est d'avoir 2 comptes pour mieux épargner. Donc, il y a un des comptes qu'elle peut dépenser l'argent qui est dessus, et l'autre compte, elle n'a pas le droit de toucher à l'argent. Elle parle de compte épargne et de REER, mais ce n'est pas précisé dans son livre si elle parle d'un REER, exemple, qui est ouvert sur Desjardins, qui n'a presque pas de rendement, ou si elle parle d'un REER qui est vraiment investi. J'imagine qu'elle parle d'un REER qui est vraiment investi. Bien sûr, elle aborde le fonds d'urgence, qui devrait avoir à peu près 3 à 6 mois de dépenses dans le compte que vous ne pouvez pas toucher. Et elle dit qu'il faut faire des virements automatiques
pour mieux épargner. Donc, c'est des choses qu'on a déjà vues sur le podcast. En termes de pourcentage, bien, elle revient sur la répartition qu'on a déjà vue 2-3 fois. Là. Donc, les dépenses, tout ce qui est frais de subsistance, maison, voiture, assurance, devrait être, nourriture bien sûr là aussi, devrait être 50% de votre budget. 20% devrait être l'épargne et 30% le plaisir, donc voyage, activités sociales, ainsi de suite. Mais encore une fois, réitère à ce moment-là du chapitre que vous êtes mieux de faire, en fait, du mieux que vous pouvez pour commencer, de ne pas vous laisser décourager avec ces chiffres-là. Si vous n'atteignez pas le 20% d'épargne, que vous aviez 5%, ben c'était la moyenne canadienne en 2018, selon l'auteur, 5% d'épargne. Et je pense personnellement que c'est encore plus bas aujourd'hui, à moins que les chiffres aient changé là, dans les dernières semaines. Si vous avez des dettes, ben vous êtes peut-être mieux de prioriser le remboursement des dettes par rapport à l'épargne. Elle suggère dans ce cas-là de consulter un professionnel au besoin selon votre situation. Parlant de dette, ben 76% des Québécois qui ont entre 18 et 29 ans ont environ 14 000 de dette, 6 500 si on enlève les dettes étudiantes et l'hypothèque. Donc, après le prêt étudiant, la dette la plus courante, donc le 6 500 qui reste, si on enlève l'hypothèque, c'est des cartes de crédit. Donc, entre 18 et 29 ans, 76% des Québécois ont à peu près 6 500 $ de dette de carte de crédit, donc de solde impayé. Est-ce que c'est un 6 500 qui traîne là puis qui est remboursé à la fin du mois? Je ne sais pas de quelle façon les statistiques ont été faites, mais c'est quand même si c'est remboursé à la fin du mois, je pense que ça fait depuis que je suis né que j'ai pas eu 6 500 $ sur ma carte, sauf dans certains cas exceptionnels où il y avait un voyage à payer avec ça ou quoi que ce soit, mais bref, c'est quand même des gros montants, de mon point de vue, bien sûr. Vers la fin du chapitre, l'auteur partage son expérience de son retour d'Australie. Donc, elle avait fait un trip en Australie, puis elle est revenue avec 10 000 $ de dette et elle a fait un effort pour le rembourser super rapidement. C'est une chose que j'aime du livre là, pour les personnes plus jeunes. L'auteur n'est pas parfaite, puis elle le dit souvent dans le livre. Donc, ses comptes enregistrés sont loin d'être pleins, mais on voit qu'elle a pris en main ses finances quand même, puis ça lui a fait du bien et qu'elle souhaite partager son parcours à des gens. Puis je crois que ça peut être plus parlant, par exemple, que quelqu'un comme moi qui a peut-être jamais été endetté réellement avec un chemin d'épargne qui a toujours été assez clair et qui manquait juste l'investissement dans mon cas. Fait que je trouve ça bien parce que ça peut rejoindre des gens qui disent, ben, je veux m'intéresser à mes finances, mais je veux pas trop me priver. Ben, elle a vraiment un parcours où elle a fait des mauvais choix, elle s'est repris en main, puis on voit que l'impact est vraiment réel là, sur son bien-être mentale, mais également physique, là, parce qu'elle mange mieux depuis qu'elle gère mieux ses finances. Elle termine en disant qu'il ne faut jamais juste faire un paiement minimum sur une carte de crédit. Et une fois que tu as réussi à rembourser ta carte, ben garde ta bonne habitude et transfère ton montant vers les dettes. Euh, En fait, ce qu'elle veut dire, c'est pas super clair, elle dit qu'une fois que tu as réussi à rembourser tes dettes de façon agressive, elle dit tant qu'à reprendre des vieilles habitudes, c'est peut-être mieux de garder cette stratégie-là, puis au lieu de rembourser ta dette avec cet argent-là que tu réussis à dégager, ben, tu es peut-être mieux de la rediriger vers ton épargne et ton investissement, au lieu de recommencer à la dépenser. Deuxième élément de synthèse, ça sert à quoi tout ça? Elle dit que même si la phrase « En as-tu vraiment besoin » est devenue surutilisée, elle dit que cette phrase-là est essentielle à se poser avant de dépenser. En gros, avoir un plan financier, ça sert juste à réussir à réaliser ses objectifs. Elle vous invite ensuite à vous poser certaines questions que je vous lis. 1. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Le temps ou l'argent? 2. Réduire mes dépenses ou augmenter mes revenus? 3. J'épargne par nécessité ou par plaisir? 4. Est-ce que je veux automatiser mes placements, mes investissements ou gérer le tout moi-même? Et 5. Quels sont les risques que je suis prêt à prendre par rapport aux rendements qui sont visés dans ma situation? Je vais vous avouer que dans le livre, on ne va pas beaucoup plus loin. On vous pose ces questions-là, mais on ne vous guide pas nécessairement sur quoi faire selon les réponses que vous donnez. Mais si vous n'êtes pas confortable de répondre à ces questions-là, peut-être que c'est un signe de faire affaire avec un bon professionnel ou une bonne professionnelle du milieu des finances. Elle parle ensuite de budget bonheur. Donc, quand elle dit ça sert à quoi tout ça, ben c'est aussi être heureux. Donc, elle parle de budget bonheur, puis elle dit qu'il n'y a pas de montant fixe. Le bonheur n'égale pas un montant élevé, là. Mais si tu fais juste épargner pour ton avenir, elle dit que tu vas trouver ça plate en maudit. Donc, c'est pas tout le monde qui est fait bizarre comme moi qui aime ça, épargner juste pour épargner, puis avoir un coussin infini pour l'avenir de ses enfants.
Mais elle dit que tu dois en profiter à travers cette aventure-là, puis en budgétant mieux tes dépenses fixes, donc tout ce qu'on a vu tantôt, le loyer, nourriture, assurance, etc., ben elle dit qu'au bout de la ligne, tu vas en avoir plus de dégagé pour ton plaisir. Elle nous invite ensuite à se questionner justement pour réduire nos dépenses sur nos besoins par rapport à nos désirs. L'exemple qu'elle donne, c'est est-ce qu'un vélo bibelot, c'est nécessaire ou est-ce que ton vélo, tu l'utilises vraiment dans la vie de tous les jours? Tu en as juste un pour en avoir un. Et elle nous invite aussi à se questionner sur ce qui nous rend vraiment heureux. Donc, par exemple, est-ce que le resto te rend heureuse avec des amis, mais tu n'as peut-être pas besoin d'y aller 5 fois par semaine. Une fois par mois, ça va peut-être demeurer encore plus spécial d'y aller avec tes amis. Elle termine en disant que les plus belles choses dans la vie sont gratuites. Je suis d'accord avec elle, même si certains de ces exemples sont tirés par les cheveux dans le livre, donc par exemple, sentir l'odeur du gazon coupé. Mais je peux comprendre que c'est un petit peu de la pleine conscience, là, de te rendre compte que tu es juste chanceux, là, depuis que je lis un petit peu ces livres-là. Je suis pas vraiment bon encore en pleine conscience, là, donc un jour, je vais peut-être m'améliorer avec ma méditation, mais quand même, des fois, je prends le temps le matin quand je m'en vais à l'université. C'est super beau le campus là, de l'Université de Sherbrooke, puis je monte le matin une petite côte, puis il y a le Mont Bellevue en arrière avec la neige. En ce moment, il y a de la neige, là, pas mal. Donc, c'est super beau. Puis là, j'essaie de prendre le temps, là, au lieu d'être déjà dans ma tête à penser à mes articles puis à mon enseignement, je prends un petit 5 minutes en montant cette côte-là pour me dire, waouh, tu sais, chanceux d'être ici au Canada, puis ça sent pas super bon la neige, là. Mais bon, peut-être que cet été, je vais être pas pire pour sentir l'odeur du gazon. Là, j'ai dérapé, donc je vous amène tout de suite au troisième élément de synthèse. Ce troisième élément-là, c'est les trucs d'adultes à connaître. Donc, elle commence en parlant d'assurance. Elle dit qu'il ne faut pas prendre une assurance all-in-one. Ça n'existe pas, une assurance qui va tout couvrir. Il va te falloir peut-être une assurance quand tu pars en voyage, une assurance invalidité, si jamais tu tombes invalide au travail, une assurance santé peut-être, une assurance vie, si tu as des enfants assurément, une assurance pour ta maison, ton hypothèque, ta voiture, maladie grave, etc. Donc, trouvez dans tous les cas une assurance qui répond à vos besoins. Faut pas en prendre trop, faut pas en prendre pas assez non plus. Essayez de trouver un bon prix pour ça avec un bon service en cas de réclamation. Comment faire ça? Ben, elle nous donne des pistes. D'abord, déterminer vos besoins, faire des recherches et comparer les offres. Donc, le temps que vous allez passer à rechercher et à négocier, ben, ça va être payé cher de l'heure si vous le calculez. Signer le contrat par la suite et prévoir, elle dit chaque année 15 minutes pour réviser vos contrats d'assurance. Je me suis mis en parenthèse quand j'ai pris cette trace-là. Oups, c'est quelque chose, j'ai de la misère à faire là, de me rasseoir chaque année pour vérifier les contrats d'assurance que j'ai. C'est pas quelque chose qui m'excite vraiment dans la vie, les assurances, sauf celles que j'ai prises pour mes filles, mais ça, c'est parce qu'il y a un côté financier. Elle dit de ne jamais prendre de garantie prolongée sur les choses que vous achetez. Souvent, vous êtes déjà protégé par les lois qui existent, donc cette assurance-là soit sert à rien d'un point de vue légal, ou des fois va servir à rien parce que vous avez plus de chances de payer dans le vide que d'autres choses. Je fais une petite pause pour vous parler de Christine Pelletier, qui est conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective chez GFM Groupe Financier. Je me rends compte avec tous mes accompagnements qu'il y a certaines personnes qui peuvent être intimidées par l'investissement autonome ou qui ont tout simplement pas la même passion que moi pour gérer leur placement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ben Christine pourrait être la personne pour vous accompagner. Avant de vous la référer, vous pouvez être sûr que j'ai fait tous les devoirs que je vous dis de faire avec les personnes qui vous accompagnent pour vos finances et je lui ai posé toutes les questions qu'on a vues jusqu'à maintenant sur le podcast. Christine est en plus une fidèle auditrice du podcast et c'est une vraie passionnée de finances. Elle utilise une approche personnalisée et ajuste son accompagnement selon vos besoins. Et plus beau dans tout ça, ben c'est qu'elle offre des FNB indiciels comme je vous suggère de le faire depuis le début du podcast. Elle peut aussi vous accompagner pour vos besoins d'assurance vie, d'invalidité et de maladies graves. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour la contacter dans la description de l'épisode. Merci à Christine Pelletier et GFM Groupe Financier d'aller au-delà de la finance et de soutenir le podcast. À noter que les fonds communs de placement sont offerts par Investia Services Financiers Inc. Et enfin, elle parle justement de négociation. Donc, aux pages 120-121, elle parle de négocier, mais pas ton salaire. Cette fois-ci, de négocier tes assurances ou tes autres produits comme tes forfaits télé. Elle donne des trucs si ça vous intéresse, mais en gros, il faut se préparer avant de négocier et prendre le temps de magasiner et d'appeler, que ce soit pour les assurances ou vos autres produits que vous achetez dans votre quotidien. Quand je dis les autres produits que vous achetez dans votre quotidien, c'est pas comme ton désodorisant ou ta pâte à dents quand tu vas à la pharmacie. Je me suis mal exprimé, je voulais dire
ton forfait télé, par exemple, Internet, cellulaire, etc. Quatrième élément de synthèse, ce sont les premiers trois petits points, tout. Donc, dans le livre, elle parle beaucoup des premiers choix financiers, là, des premières décisions financières que tu vas avoir à faire. D'abord, elle parle des premiers revenus. Elle dit qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas les compétences, la situation géographique ou familiale, qui ont des circonstances particulières qui font en sorte qu'elles doivent prendre n'importe quel emploi pour subvenir à leurs besoins ou ceux de leur famille. Elle dit respecter ça grandement, puis moi aussi, là, je ne suis pas dans la gang qui dit que c'est honteux d'être salarié dans quelque chose qui ne nous passionne pas. Des fois, on est obligé, des fois non, mais c'est pas pour moi moins honorable là, de travailler pour assurer la subsistance de sa famille, même si on n'est pas entrepreneur dans ce qui nous passionne. Là. À un moment donné, faut ramener de l'argent sur la table. Elle dit toutefois que cette section-là du livre est plutôt destinée justement aux gens qui ont un certain choix de carrière professionnelle puis qui n'ont peut-être pas fait le bon choix, mais ont les compétences pour réussir à réaliser leur passion. Elle dit qu'il y a seulement 25% des postes en emploi qui sont affichés, donc c'est important d'avoir un bon réseau pour avoir accès à certains emplois qui nous intéressent peut-être davantage. Elle dit que pour ta première vraie job, c'est important aussi de ne pas juste regarder le salaire, mais aussi les conditions. Et surtout, ben, négocie ton salaire, même si c'est intimidant. Propose jamais un montant en premier, puis sois préparé en comparant avec d'autres postes similaires, à part de la méthode sandwich. Là. Donc, j'aime votre compagnie, ça me prend un salaire plus haut, mais t'as redit à la fin que t'aimes la compagnie, puis que t'aimes mettre à profit tes compétences à la fin. Donc, elle donne quelques trucs. Fais tes devoirs, donc avoir des demandes réalistes et connaître ton walk-away point qu'elle parle, là, donc le point pour lequel tu vas quitter. Donc, peu importe si il n'atteint pas ce point-là, tu vas quitter, donc tu vas être prêt à quitter, il faut que tu le fasses. Donc, mais fais tes devoirs, une demande réaliste, puis savoir à quel point tu vas quitter. S'il ne donne pas, exemple, 25 de l'heure minimum, ben là, tu quittes, si c'est en bas de 25. Point 2, c'est faire ta demande au bon moment, donc idéalement lors d'une évaluation de ton travail. Et troisième point, prouve que tu le mérites. Donc, c'est possible même d'obtenir une offre d'ailleurs pour mettre la pression, mais il faut être fair play. J'ai jamais négocié, là, je sais pas moi je suis syndiqué à l'université, donc je ne sais pas à quel point ça fonctionne, ces choses-là. Je fais juste vous rapporter les propos du livre. Donc, faire ses devoirs, faire la demande au bon moment et prouver que tu le mérites. Elle dit que c'est possible d'avoir un second emploi aussi, donc pour monétiser tes passions ou tes passe-temps. Donc, exemple, lire des livres sur les finances. Donc, ça peut être quelque chose que tu fais juste sur le côté sans nécessairement lâcher ton premier emploi. Après les premiers revenus, elle parle des premières dépenses. Donc, elle dit de faire attention aux petites dépenses quotidiennes. Donc, notamment, elle parle du latte factor, là, le facteur du café latte à chaque jour. Donc, 4 de café 5 jours par semaine, ça fait 1 000 par année. 10 000 sur 10 ans. À 7 de rendement, c'est plutôt 16 000 que tu as perdu sur 10 ans. Donc, elle dit de faire attention à ces petites dépenses-là. Mais comme on a vu avec Ramit Sethi, je me rappelle plus du numéro d'épisode, là, désolé, mais à un moment donné, il faut s'attaquer aux grosses dépenses aussi, là, maison, voiture, mariage, ce genre de dépenses-là. Mais au début, je comprends qu'on est au début du parcours de l'aventure financière, ben oui, ces petites dépenses-là peuvent avoir un plus gros impact que si vous êtes rendu avec un patrimoine là, de 500 000 $. Elle montre aussi l'exemple de 5 lunchs à 15 $ dans la semaine, ben c'est 3 750 $, donc 60 000 à 7 après 10 ans. Donc, ton café puis ton lunch, ben en 10 ans, ils t'ont coûté 76 000 $. Donc, c'est comme si tu dépensais 7 500 $ par année pour un café puis de la nourriture sur l'heure du midi. Donc, l'auteur dit que quand tu dis à toi-même que tu n'as pas d'argent pour rien au début de ta carrière ou pendant tes études, ben regarde tes petites dépenses. C'est pas grave si tu décides de faire ces dépenses-là, mais au moins tu vas le faire de façon consciente et tu vas savoir que tu peux aller en chercher là si tu en as besoin. Et j'ajouterais que tu devrais arrêter de chialer alors que tu n'as pas d'argent si tu fais ces choix-là. C'est fou, là. Mes personnes étudiantes chiolent quand leur stage est à 45 minutes de route parce que ça coûte du gaz puis ils n'ont pas d'argent, mais je les vois à chaque cours avec des lunchs de la cafétéria puis du café, alors que moi, j'ai mon lunch, ma bouteille d'eau, là, tu sais. C'est pas grave, là, c'est des choix, mais quand tu fais ces choix-là, tu en prends conscience, tu les fais avec bonheur et tu les assumes. Et tu ne joues pas la victime après en disant que tu n'as plus d'argent. Elle enchaîne avec les cartes de crédit. Elle dit que c'est pas de l'argent magique. Tu vas devoir rembourser ta carte. Donc, ça nous semble, en tout cas pour moi et la plupart des gens qui m'écoutent, j'imagine, ça semble juste logique là, de devoir rembourser une carte de crédit. Mais elle dit qu'il y en a plusieurs qui sont pas conscients de ça lorsqu'ils reçoivent cet outil financier-là au début.
Elle dit que tu vas apprécier davantage tes nouveaux vêtements ou ton voyage si tu mets en place une démarche réelle d'épargne pour te le payer réellement, ce voyage-là ou ce linge-là, sans utiliser le crédit. Il y a plusieurs sources de dépenses qui sont présentées ensuite, dont la première, c'est l'éducation. Donc, elle parle de prêts et bourses et comment les obtenir et leurs avantages. Elle parle du régime épargne-études enregistré aussi. Il y a un fait intéressant que j'ai appris. Si le compte ferme du RE parce qu'il n'y a aucune étude qui a été faite, le capital du parent est retourné aux parents, bien sûr, et les subventions sont remboursées au gouvernement, mais les rendements peuvent être retournés aux souscripteurs seulement à deux conditions. Donc, est-ce que l'enfant est âgé de 21 ans et est-ce que le RE est ouvert depuis au moins 9 ans? Donc, si ce n'est pas le cas, le rendement doit être remboursé seulement à 35 ans aux parents ou au décès de l'enfant. Donc, ça, je ne le savais pas. Donc, si ton enfant a 21 ans et que le RE est ouvert depuis au moins 9 ans, bien, les rendements peuvent être retournés à cet enfant-là, avec les impôts, bien sûr, qui sont payés comme si c'était un RE normal. Mais si ce n'est pas le cas, ça va seulement être à 35 ans que le parent ou bien au décès de l'enfant que le rendement pourra être récupéré. Donc, ça, je ne savais pas. C'est intéressant. Puis peut-être que je suis dans le champ, là, puis que j'ai mal compris ce qui est écrit dans le livre. Si c'est le cas, écrivez-moi si j'ai mal interprété cette consigne-là. C'est pas le bon mot, mais bref, vous comprenez où je m'en allais, j'espère, avec ça. Les dépenses de vie sociale ensuite sont présentées. En gros, ce qu'elle dit, c'est que c'est possible de vivre ta vie de jeune adulte et d'étudiant sans dépenser à chaque sortie. Donc, il faut apprendre à dire non et à dépenser quand on le veut ou on le peut vraiment et que ça nous apporte du plaisir, pas juste pour suivre les autres et se faire accepter. Cellulaire, une source de dépense aussi. Donc, de ne pas payer de surplus pour rien. Donc, as-tu besoin du 16G si tu n'utilises pas tes données parce qu'il y a du Wi-Fi partout? À réfléchir. Le sport, elle dit qu'il y a beaucoup de sports gratuits à pratiquer, mais si le tien coûte plus cher, il faut que tu vois s'il y a des opportunités de louer ou d'acheter usagé pour pratiquer ton sport si c'est plus avantageux et de qualité, bien sûr. La culture, donc les spectacles, les films, etc., elle dit qu'à la bibliothèque, ça serait intéressant de prioriser cet endroit-là parce qu'il y a des livres et des films gratuits, même des séries, je crois que c'est nouveau, mais bref, quand je vais à la bibliothèque, c'est juste pour des livres, donc je ne regarde pas trop les films et les séries. Ensuite, la mode, elle dit que les vêtements ne sont pas toi. Tu n'as pas à représenter qui tu es à travers ce que tu portes, mais elle parle du cost per wear, donc du coût par fois porté, on va dire. Donc, il ne faut pas juste regarder le prix dans un vêtement, mais la qualité aussi de ce que tu aimes. Si ton gilet coûte 100 mais que tu le portes 100 fois, c'est 1 de CPW, là, donc de cost per wear. Là, donc, ça coûte 1 à chaque fois que tu l'as porté finalement. Si tu en achètes un à 40 mais que tu le portes juste deux fois parce que tu l'aimes pas tant ou qu'il te fait pas bien, c'est 20 par fois porté. Donc, à réfléchir. D'après moi, j'ai des jeans qui doivent m'avoir coûté une scène maintenant, parfois portés. Donc là, j'entends ma blonde rire au loin. Donc, mais bref, ça, c'est mon cas à moi. Elle parle ensuite de swaps entre amis, là, donc de soirées d'échange de vêtements, on pourrait dire, ou que tu t'assois avec des amis ou des amis eux et que vous échangez des vêtements qui vous font plus, vous aimez plus, puis que l'autre a le goût de porter. Ou elle parle également d'une règle d'un vêtement qui entre dans la maison, il y a un vêtement qui sort. Donc, moi, c'est ce que je fais maintenant. J'allais dire quand je m'achète du linge, mais c'est surtout ma blonde qui est tannée des fois qui m'achète du linge. Donc, exemple, il y a 4 chandails qui rentrent, il y en a 4 qui vont sortir. Euh, En fait, c'est pas parce que j'ai cette règle-là, c'est juste parce que j'ai pas de place, sinon, parce que ma blonde prend tous les crochets. Donc, il me reste pas beaucoup de place pour mettre mes chandails. On dérape pour une deuxième fois dans l'épisode. On croit que je suis peut-être fatigué ce matin. Bref, elle termine les dépenses, les premières dépenses avec les produits de beauté aussi, qu'il faut être prudent pour ne pas surdépenser dans ce domaine-là si ça ne vous rend pas nécessairement heureux. Il y a beaucoup de premières choses, donc je vais essayer de ne pas trop déraper pour les prochains thèmes. Premier budget, elle dit que ça semble compliqué, mais en gros, c'est juste de savoir avec quoi tu travailles. Est-ce que tu as 500 pièces par mois pour t'amuser ou tu as 50 pièces? Pourquoi budgéter? Pour réaliser tes projets, tout simplement. Moins tu as de revenus, plus c'est important de budgéter. Et avant de budgéter, il faut noter toutes tes dépenses. C'est-tu le fun à faire? Non, mais oh, combien c'est révélateur de tes habitudes financières. Il faut noter également tous tes revenus, donc tes salaires, ton RE peut-être, de l'aide de tes parents possible, tes bourses, etc. Et ensuite, dans les dépenses, tu as le logement,
le remboursement de tes dettes, tes soins santé, tes taxes et impôts, ton épargne, ta scolarité, ta nourriture, transport, télécommunications, plaisir, dépenses occasionnelles comme la coiffure. Elle donne plein d'exemples dans le livre, là, mais je vous en ai donné quelques-uns seulement. Ensuite, ben, tu vois si ça balance. Si ton budget est dans le positif, bravo, tu as un petit peu plus d'argent pour te gâter. Si c'est dans le négatif, ben, tu dois diminuer tes dépenses ou augmenter tes revenus. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Comme vous le savez, j'utilise l'infolette d'InfoBref depuis près de 2 ans, mais je suis aussi un maniaque des podcasts. Donc, je vais vous dire que je n'étais pas malheureux de découvrir le balado d'InfoBref qui résume chaque matin, en format audio, l'essentiel des nouvelles en 5 minutes. Pour moi, c'est l'idéal afin d'être au fait de l'actualité pendant que je fais mon jogging matinal ou que je fais la vaisselle le soir. Donc, faites comme moi et abonnez-vous au balado d'InfoBref en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. C'est gratuit. This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, a Hollywood tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Première carte de crédit. Donc, ton dossier de crédit va refléter ton comportement financier. Ça te permet ensuite d'avoir des taux d'emprunt plus avantageux. Il y a différentes façons d'améliorer sa cote de crédit, donc de ne pas avoir une carte de crédit pleine ou presque pleine. Idéalement, on va utiliser la moitié du crédit disponible sur notre carte. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont 2 ou 3 cartes, parce que lorsqu'ils font des plus gros achats, ben, ils s'assurent de ne pas remplir leur carte de crédit au complet, de pouvoir disperser ça sur plusieurs cartes, mais ces gens-là, souvent, les remboursent, bien sûr, avant la fin du mois. Fermer un compte ou une carte qui est plus utilisée, même si le solde est à 0. Garder une limite de crédit raisonnable, environ ton salaire annuel. Rembourser les dettes. Excusez, je reviens sur le point d'avant. Limite de crédit raisonnable. Mon salaire annuel est à 120 000 à peu près. Puis moi, je pense que j'ai une limite de 10 000. Donc, vous voyez, je suis loin du compte, mais j'ai jamais tant aimé le crédit. Bref, on passe au prochain point. Je voulais pas trop déraper. Rembourser les dettes. Donc, on rembourse celles, idéalement, qui ont le pourcentage le plus élevé. Même s'il existe d'autres façons, là, mais mathématiquement, on rembourse celle avec le pourcentage le plus élevé. Mais si vous préférez rembourser la plus petite en premier parce que psychologiquement, ça vous aide à voir que vous progressez, c'est bien correct aussi. L'important, c'est de se mettre en marche. Éviter de faire plusieurs demandes de financement. Être prudent aussi avant d'endosser quelqu'un et faire un budget et respecter va vous éviter de surutiliser vos cartes de crédit. Plus on vieillit, plus l'argent devient abstrait avec les cartes de crédit. Donc, c'est nécessaire d'en avoir dans le monde d'aujourd'hui, mais à moins d'être un crinqué qui profite de ces cartes-là, pour vrai, là, pas juste pour justifier des achats que ça te donne des points, bien, avoir une carte de crédit, selon moi, c'est bien en masse. 2 règles importantes avec votre carte. Payer son solde au complet chaque mois, idéalement, selon l'auteur, chaque semaine. Moi, je le fais aux 2 semaines parce que je sais vraiment pas. Je suis pas bon là-dedans. Là. Je sais même pas c'est quand la date, là, finalement. La journée qu'il faut que je rembourse dans le mois, la carte au complet. Donc, pour être sûr, je le fais aux 2 semaines. Et la deuxième, sa deuxième règle, c'est choisir la meilleure carte de crédit selon vos besoins. Donc, la meilleure, là, all around, pas juste la meilleure pour le voyage, puis la meilleure pour l'essence. Une carte qui est bonne à peu près pour toutes, même si vous n'auriez 3-4 qui sont meilleures dans d'autres domaines, il y a plus d'impact négatif possible que positif si vous faites ça. Elle a dit qu'elle dépense moins quand elle utilise l'argent comptant au lieu des cartes de crédit. Donc, son truc, c'est quoi? Elle sort 100 $ par semaine. Donc, selon son budget, elle voyait qu'elle pouvait sortir 100 $ par semaine. On se comprend, le mois 100 $ par semaine pour les dépenses quotidiennes, on va dire, là, épicerie, tout ça, c'est clair que c'est pas assez. Mais peut-être qu'elle parle que c'est 100 $ pour juste ses dépenses de plaisir. On va voir, j'ai d'autres petites notes après. Donc, bref, elle dit bien sûr d'en sortir plus selon ton budget à toi, mais que le truc, c'est qu'on ne dépense pas quand on n'a plus d'argent. Si ta voiture brise, bien sûr, par exemple, tu vas pouvoir aller fouiller dans ton compte d'urgence, mais là, elle parle des dépenses normales, là, quotidiennes. Mais en gros, tu as X $ pour faire l'épicerie, tu as X $ pour tes sorties sociales. Donc, peut-être avoir une catégorie précise. Là. Exemple, les vêtements, j'ai 100 $ par mois pour les vêtements maximum parce que c'est mon poste budgétaire amélioré. En gros, là, ce que je dis, c'est ça peut être un truc de vous sortir de l'argent comptant
pour faire vos dépenses dans le mois si vous savez qu'avec votre carte, vous dépensez trop. Premier appart, elle dit que souvent on néglige les dépenses d'une maison quand on habite chez ses parents et ça nous frappe quand on tombe en loyer. Donc, elle liste les dépenses dans le livre là, que tu peux ajouter à ton budget pendant quelques mois avant de déménager pour voir si ton budget va survivre à ce nouveau poste de dépenses-là. Elle donne ensuite des trucs pour économiser sur l'électricité, la télé, l'Internet, la décoration puis les meubles. Elle parle aussi du do-it-yourself, DIY. Ouais, do-it-yourself. J'étais correct. J'aime beaucoup le DIY, là, mais c'est pas fait pour tout le monde, ça dépend du projet. En gros, ici, là, dans cette section-là, premier appart, on tombe un peu dans le fait d'être plus frugal et de couper ses dépenses dans le logement. Première épicerie, elle dit considérer la visite à l'épicerie comme une mission où tu dois seulement revenir avec ce que tu as sur ta liste. Avoir une liste, elle dit que ça élimine beaucoup d'achats inutiles à l'épicerie. Donc, désolé à ma blonde qui me fait des listes parfaites, mais moi et mes filles, on succombe toujours au gâteau au fromage quand ils sont en rabais. Sinon, profiter des imbattables au Maxi, par exemple. Acheter en grosse quantité, oui, mais pas si c'est pour perdre des choses. Donc, exemple, des poches de patates là, que j'achète parce qu'elles sont en rabais, puis c'est pas cher, puis finalement, les patates pourrissent toutes dans le sous-sol, puis il faut les jeter. Je suis coupable de ça aussi. Bien sûr, elle donne ensuite des trucs généraux là, pour économiser à l'épicerie. Donc, acheter des marques maison, opter pour ce qui est en vrac, remplacer les protéines animales par des protéines végétales ou en partie des légumes et des fruits directement chez le producteur, donc manger local. Je vous dirais que les trucs qu'elle donne sont intéressants pour mieux s'alimenter, mais peut-être pas pour économiser. Là, légumes et fruits directement chez le producteur, c'est pas nécessairement toujours moins cher, en tout cas de mon expérience. J'ai la voix qui déraille ce matin, mais on lâche pas. Sinon, elle dit de prendre le temps de cuisiner. Donc, un sac de mini carottes en plastique, c'est comme si tu payais quelqu'un 15 de l'heure pour couper les carottes pour toi. Dans un autre livre, l'auteur disait de fixer ton taux horaire et de déléguer tout ce qui est sous ce taux-là. Donc, dans ce cas-là, je me sens pas toujours mal selon si je sais que j'ai du temps le dimanche soir de couper ou non les maudites carottes. Mais elle a dit que le fromage en collation, donc déjà en format coupé et tout, c'est à peu près 199$ de l'heure. Donc, moi, ce chiffre-là me dit, OK, des fois, les carottes, je les achète déjà coupées parce que j'ai pas le temps de les couper le dimanche avant que l'école commence la semaine. Mais pour le fromage à 199$ de l'heure, je vais peut-être prendre le temps d'acheter la brique de fromage puis de couper des petits morceaux. C'est pas très long. Sinon, ben, vous pouvez jardiner aussi là, pour avoir vos propres légumes. Ça diminue peut-être un petit peu les coûts selon l'auteur. Il nous reste les voitures et les voyages. Donc, première voiture, elle dit que parfois une voiture, c'est essentiel, mais questionne-toi vraiment là, avant parce que c'est cher en maudit une voiture, puis ça te remplit un budget assez vite et pour longtemps. Là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres options selon tes priorités? Est-ce que tu as pensé au stationnement payant à ton travail aussi ou à ton université qu'il va falloir que tu ajoutes également dans tes dépenses? Elle dit que la voiture perd environ 30% de valeur la première année, si ce n'est pas une voiture de collection, bien sûr, et 60-70% à peu près après 5 ans, donc en temps normal, pas en temps post-COVID. Là. Des fois, les voitures usagées post-COVID étaient un petit peu plus chères quand même, mais en temps normal, après 5 ans, ta voiture vaut seulement 30% du montant initial. Tu peux acheter usagé, c'est une excellente option, mais fais inspecter le véhicule avant, détermine la valeur réelle, donc elle parle Canadian Black Book notamment pour savoir la valeur réelle de la voiture. Obtiens l'historique du véhicule avec Carfax, c'est environ 50$, ou la SAQ, environ 15$, et vérifie si le véhicule est lié à une dette avant toi. Donc, il y a un registre des droits personnels et réels immobiliers que ça coûte 3$. Tu peux vérifier s'il y a une dette sur le véhicule. Tous les chiffres que je vous dis là, puis les endroits, c'est pas nécessairement des choses que je connais, ça vient du livre. Donc, est-ce que c'est encore 3$? Est-ce que c'est encore 50$? Je le sais pas. Vous allez le voir si vous l'essayez. Sinon, est-ce que vous pouvez covoiturer, utiliser le transport en commun, comme une auto, quoi que ce soit? Donc, en 2013, là, pour tout ce qui est frais annuels complets pour un VUS Honda, l'auteur disait que c'était entre 11 000 et 14 000 $ pour l'essence, l'immatriculation, le permis, réparation, entretien, stationnement. Donc, c'est quand même des frais à considérer dans votre budget. Et ces frais-là sont probablement plus élevés maintenant qu'ils l'étaient en 2013, avec les paiements de la voiture, bien sûr. Enfin, premier voyage, elle dit qu'il y a des catégories pour budgéter ton voyage. Donc, ça prend les frais de transport pour te rendre à destination, les frais de transport une fois sur place, l'hébergement là-bas, la nourriture incluant l'alcool et les cafés, les activités que tu veux faire là-bas, si ça te prend un visa pour voyager là-bas, ton assurance voyage, les souvenirs que tu veux ramener, tout ce qui est Internet, carte SIM locale, plan de données international, donc tout ce qui est Internet là-bas, les médicaments, les vaccins.
Si tu as besoin d'abonnements XYZ en voyage, un permis de conduire international peut-être, des vêtements ou de l'équipement adapté si tu fais de la randonnée ou du camping là-bas, et ton renouvellement de passeport. Elle dit ensuite, un coup que tu as prévu tous ces coûts-là, de prévoir 10% supplémentaire en imprévu. Donc, si tu as un budget de 8 000 $ pour ton voyage, tu devrais prévoir 8 800 pour ton voyage. Donc, 10% de plus. Elle présente 2 trucs pour respecter ton budget. 1, déterminer un montant X par jour. Donc, si tu as 1 000 $ pour 10 jours, mais tu as 100 $ à dépenser par jour dans ton voyage et de noter toutes tes dépenses. Elle dit que ça te permet de suivre un budget, mais aussi de te rappeler de ton voyage. Donc, le nom du restaurant où tu es allé manger, où tu as été à l'hôtel, l'activité que tu as faite telle journée. Donc, en notant tes dépenses, elle dit en plus de mieux suivre ton budget, ben, c'est des beaux souvenirs pour te rappeler exactement ce que tu as fait dans chaque voyage. Parce que souvent, les dépenses sont liées à une expérience ou à quelque chose qu'on a fait. Elle donne aussi le truc du 10 $. Donc, elle dit si tu as quelque chose en bas de 10 $ puis que ça te tente, elle dit t'hésites pas puis tu la jettes en voyage. Elle dit que ça empêche de se casser la tête pendant tout le voyage. Attention, elle dit cependant de ne pas appliquer ça à tout le temps. Ça peut être 5 $ ta règle, ça peut être 20 $ selon ton budget, mais elle dit que sinon, on se casse la tête avec des petites dépenses tout le temps, puis ça gâche un petit peu l'ambiance de voyage. Pour l'hôtel, elle dit qu'il y a des auberges jeunesse pour rencontrer des gens puis avoir des espaces communs souvent avec la cuisine. Tu peux avoir également une expérience locale, puis ton propre espace avec un appartement Airbnb, par exemple. Tu peux relaxer dans un endroit bucolique comme un bed and breakfast. Tu peux rencontrer des gens si tu es prêt à dormir sur des divans ou des matelas gonflables comme du couch surfing. Ou si tu es adepte de nature, ben, tu peux aller en camping aussi, ça coûte moins cher qu'un hôtel. Elle dit que cuisiner en voyage, ça devient moins cher. Elle, ce qu'elle aime avoir donc en voyage dans son hébergement, c'est l'accès à une cuisine, surtout si elle est longtemps au même endroit. Elle parle aussi du woofing, donc W-O-O-F-I-N-G. Ça, c'est travailler sur une ferme et être logé, nourri en même temps avec un petit salaire en plus, ou faire du bénévolat, par exemple, dans une expérience de voyage plus longue à petits coûts. Donc, ça peut être une façon de voyager pour moins cher, surtout si vous restez longtemps au même endroit. Elle conseille de voyager avec peu d'argent comptant de la devise locale, mais surtout d'avoir une carte débit et 2 cartes de crédit, mais pas de toutes les mettre au même endroit. Comme ça, si tu perds un sac ou un portefeuille puis tu avais une carte de crédit dedans, bien, au moins, il t'en reste d'autres, tu ne les as pas toutes perdues en même temps. Éviter de changer ton argent dans l'autre devise à l'aéroport, ça coûte plus cher. Attention, sinon, il y a plusieurs frais de retrait à l'étranger aussi. Quand vous voulez retirer dans une machine pour avoir de l'argent, ça coûte cher. J'avais vécu en France aussi quand j'étais en postdoc. Ta deuxième carte, ça pourrait être une carte qui est spécifique pour le voyage. Donc, tu en auras une qui est ta meilleure au Québec et une autre qui serait que tu utilises davantage en voyage. Donc, souvent, il y a des bénéfices et moins de frais de transaction et parfois même la protection contre la fraude supplémentaire en voyage. Et même des fois, il y a une assurance voyage intégrée à cette carte-là. Donc, tu pourrais avoir ta carte all around, bonne dans tout au Québec, que tu utilises juste elle, et une autre que tu as quand tu pars en voyage. Ça pourrait être un truc de l'auteur. Enfin, le dernier élément de synthèse, un peu plus court, pourquoi penser à l'avenir? Elle dit qu'il faut trouver le juste milieu entre profiter de la vie, mais penser à son avenir. Elle parle rapidement dans le livre d'investissement et de risque par rapport au rendement. J'en parle pas plus parce que c'est pas son point le plus fort de ce que je ressens en lisant le livre, puis on est allé beaucoup plus loin dans d'autres livres là, sur le podcast. Elle parle de ta retraite selon ton contexte, tes besoins et tes envies. Donc, il faut agir aujourd'hui si tu es jeune, surtout, pour atteindre cette retraite-là. Elle parle aussi du REER, surtout du REER employé qui est un incontournable parce que votre employé cotise la même chose que vous. Et enfin, elle compare CELI et REER en disant que quand tu as un salaire plus bas, le CELI serait plus intéressant. Je vous invite à écouter l'épisode 50 parce que ça a été amplement discuté déjà dans le podcast ou même l'épisode 100 également. En conclusion, ben, c'est un livre pour les plus jeunes, je trouve. C'est super bien écrit puis c'est intéressant à lire. C'est moins scientifique, là. Il y a moins de recherche, on voit derrière peut-être un petit peu que les autres. C'est plus de l'expérience personnelle, mais elle gratte bien en surface plusieurs sujets pour ceux qui commencent leur vie d'adulte et on ne la commence pas tous au même âge. Même s'il y a moins de recherche, puis c'est plus de l'expérience, ça se lit justement mieux, je trouve. C'est peut-être plus intéressant. Puis j'aime aussi l'approche humble là, de l'auteur de dire qu'elle est loin d'être parfaite et qu'on improvise tous un peu là, dans notre vie d'adulte de toute façon. Ce livre-là n'est pas pour l'investissement, mais plutôt sur le côté gestion financière et dépenses d'adulte et comment réussir à épargner dans tout ça.
Est-ce que je le recommande? Oui, si vous êtes en début de votre parcours financier, même si j'ai rien appris de nouveau. C'est pas vrai, là, j'ai appris quand même une nouvelle règle sur le RE que j'ai plus ou moins bien transmise aujourd'hui sur le podcast. Mais la lecture est très agréable et très drôle aussi avec ce livre-là. Si vous êtes avancé et cherchez à développer davantage votre stratégie d'investissement ou vous remettre en question, ben c'est pas le livre pour vous. Le key point, qu'est-ce que je retiens? En gros, son message, c'est de ne pas virer fou avec ça et de continuer à vivre ta vie, mais de prendre en main tes finances pour pas juste profiter de la vie aujourd'hui, mais aussi dans ton avenir. Sinon, ben, chiale pas quand tu vas être rendu là. La semaine prochaine, je vous présente le cas d'une personne que j'ai accompagnée, donc je pense que ça va être intéressant. Et ce jeudi, il n'y a pas d'épisode parce que c'est l'épisode des abonnés. Donc, je réponds à 5 questions. Celle de Marc-Antoine, dans quoi investir le CELIAP? Celle de Marc, mon argent est-elle en sécurité dans les FNB? Une deuxième question de Marc, c'est quoi la date limite pour les dividendes? Celle de Roxane, est-ce qu'il faut avoir un ou plusieurs FNB? Et celle de David, investir dans le FNB TUHI, donc TUI, à 6,6% de dividendes, est-ce que c'est une bonne idée? L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.